Alors, bonjour, mon nom est Sophie Burel. Bienvenue aux infirmiers et infirmières francophones du Canada qui travaillent en oncologie. Il me fait plaisir de vous présenter la première partie de ce programme de formation sur les principes d'immuno-oncologie et avancées cliniques dans ce domaine. Je suis infirmière clinicienne en oncologie et je travaille au Québec dans un centre hospitalier sur la rive-sud de Montréal. Voici mes conflits d'intérêts. Cette présentation a reçu une aide financière de Bristol Myers Squibb Canada. Alors, voici les objectifs d'apprentissage de cette formation. Tout d'abord, être en mesure de fournir les explications détaillées sur le mode d'action des agents en immuno-oncologie. Deuxièmement, de cerner les indications actuelles et futures des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire au Canada. Et finalement, enseigner aux patients et aux membres de leur famille les principes fondamentaux de l'immuno-oncologie. Cette présentation est conforme aux normes et compétences pour la pratique clinique. Voici quelques statistiques. Alors, au Canada, 206 200 Canadiens recevront un diagnostic de cancer en 2017. Un Canadien sur deux aura un cancer au cours de sa vie. 80 800 Canadiens mourront des suites d'un cancer en 2017. Et finalement, un Canadien sur quatre mourra des suites d'un cancer. D'autres statistiques sur la survie à long terme des patients métastatiques. Il manque de traitements qui procurent des bienfaits sur la survie et qui permettent de préserver une belle qualité de vie. L'oncologie, l'étude du cancer, ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui sans les découvertes faites par les médecins et des scientifiques du monde entier en anatomie, en physiologie, en chimie et en épidémiologie, et dans d'autres domaines connexes. En fait, c'est l'une des spécialités de la médecine moderne qui évolue le plus rapidement de nos jours grâce aux progrès technologiques réalisés en la matière et au fait que nous approfondissons sans cesse nos connaissances sur le cancer. L'évolution du cancer a été lente au niveau des traitements. Au début, la chirurgie était la seule option thérapeutique envisageable, mais là encore, elle était rudimentaire à l'époque et entraînait de nombreuses complications. Il a fallu attendre au 19e siècle et le début du 20e siècle pour mesurer des progrès majeurs en chirurgie générale et en matière de traitement chirurgical du cancer. C'est également à cette époque que la radiothérapie a fait son apparition. L'ère de la chimiothérapie a commencé dans les années 1940 avec l'utilisation des moutardes azotées et des antagonistes de l'acide folique. Dans les années 1990, les travaux de génétique moléculaire ont mis à jour les voies de signalisation qui régulent les activités cellulaires, notamment la prolifération et la survie. Les traitements ciblés ont été conçus pour inhiber les voies métaboliques qui sous-tendent les dérèglements de la division cellulaire associés au type de tumeur qu'ils ciblent. L'immunothérapie consiste à utiliser des médicaments pour stimuler le système immunitaire de façon à ce qu'il puisse reconnaître et détruire plus efficacement les cellules cancéreuses. Les premiers agents d'immunothérapie à avoir été mis au point étaient les cytokines, des protéines présentes naturellement dans l'organisme qui stimulent globalement le système immunitaire. Plus précisément, l'interféron alpha et l'interleukine 2, deux cytokines fabriquées en laboratoire, sont les premières options d'immunothérapie à avoir été conçues dans les années 90. L'immuno-oncologie a considérablement évolué depuis, comme en témoigne l'homologation de divers agents, notamment des vaccins, des cytokines, des anticorps monoclonaux dirigés contre des antigènes tumoraux et des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. L'immunothérapie est devenue la quatrième pierre angulaire du traitement du cancer. Elle se veut un complément de la chirurgie, de la chimio et de la radiothérapie. À l'heure actuelle, les modalités de traitement du cancer, à savoir la radiothérapie, la chirurgie et la chimiothérapie et ou les thérapies ciblées, ciblent tous la tumeur. L'immuno-oncologie se distingue de ces modalités thérapeutiques parce qu'elle consiste à utiliser les capacités de défense naturelle du système immunitaire du patient pour lutter contre le cancer. Maintenant, le rôle du système immunitaire dans le cancer. Le système immunitaire protège l'organisme contre les menaces externes et internes, y compris le cancer. Le système immunitaire est l'ensemble des cellules, des tissus et des molécules qui protègent l'organisme contre les nombreux agents pathogènes présents dans l'environnement et les toxines qu'ils produisent.
il est lui-même constitué de deux systèmes, le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Ces deux composantes surveillent les menaces externes et internes et s'efforcent de les éliminer. Ils diffèrent par la rapidité et la durée des réponses qu'ils déploient contre les agents pathogènes, par leurs principaux types de cellules effectrices et par leur degré de spécificité, soit la capacité à distinguer différents types d'agents pathogènes. Comme son nom l'indique, le système immunitaire inné, en haut à gauche, est constitué des cellules et des protéines présentes à la naissance, c'est qui sont prêtes à se mobiliser pour lutter contre les agents pathogènes au sein des foyers d'infection. Ce type de réponse n'est pas spécifique d'un antigène particulier. Les principaux éléments du système immunitaire inné sont les granulocytes, les cellules dendritiques, les macrophages, les mastocytes et les cellules tueuses naturelles, ou NK de l'anglais Natural Killer. À droite maintenant, le système immunitaire adaptatif, quant à lui, est mobilisé contre des agents pathogènes qui sont susceptibles d'esquiver les mécanismes de défense innés ou d'en venir à bout. La réponse déclenchée dans ce cas est plus lente, certes, mais elle est dirigée contre un antigène spécifique et contribue à la création d'une mémoire immunitaire. Par exemple, lorsque l'organisme est exposé pour la première fois à un agent pathogène tel qu'une bactérie ou un virus, il garde en mémoire l'antigène porté par celui-ci. C'est ainsi qu'il est en mesure de reconnaître cet envahisseur en cas de nouvelle exposition et de déclencher une réponse plus énergique qui permettra de neutraliser plus rapidement. Les lymphocytes B, les anticorps et les lymphocytes T sont les principaux éléments qui forment le système immunitaire adaptatif. Le système immunitaire est constitué de cellules et d'organes qui s'associent pour lutter contre les infections, les cellules anormales et les substances étrangères, ainsi que les greffons. Les cellules du système immunitaire circulent dans le sang et la lymphe. Un antigène est une substance protéine, par exemple, qui est présente à la surface d'une cellule. Lorsque les lymphocytes T ou les anticorps en reconnaissent un, ils déclenchent une réponse immunitaire, en fait, toute une substance qui est considérée dans l'organisme comme étant étrangère, soit une bactérie, un virus, cellule cancéreuse ou tout autre type d'envahisseur susceptible de provoquer une infection ou une maladie, est un antigène. Les cellules présentatrices d'antigènes. Les CPA, à savoir les cellules dendritiques et les macrophages, elles engloutissent les envahisseurs étrangers afin de présenter leur antigène aux lymphocytes T qui pourront alors reconnaître ces envahisseurs et déclencher une réponse immunitaire adaptée. Pour ce faire, elles divisent les antigènes portés par ces cellules malignes ou infectées, c'est-à-dire qu'elles les découpent en petits fragments peptidiques. La plupart des CPA sont situées dans les tissus périphériques où elles demeurent à l'affût des antigènes. Contrairement aux lymphocytes, qui sont capables de reconnaître les antigènes très spécifiques, les CPA expriment leurs récepteurs qui leur permettent de reconnaître de grandes classes d'antigènes de manière générale. Les lymphocytes sont les seules cellules de l'organisme qui sont en mesure de reconnaître les antigènes spécifiques grâce à un large éventail de récepteurs très spécialisés. Ils sont issus de cellules souches présentes dans la moelle osseuse qui se différencient en 3 sous-populations cellulaires qui sont indispensables au bon déroulement de la réponse immunitaire, soit les lymphocytes B, les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles ou NK de l'anglais Natural Killer. Les lymphocytes T détectent les envahisseurs étrangers et les cellules cancéreuses grâce à des récepteurs qui sont capables de reconnaître des antigènes associés aux tumeurs. Ce sont eux qui dirigent et qui contrôlent les réponses immunitaires et en dépêchant les autres cellules immunitaires dans les zones où elles doivent agir. Lorsqu'elles sont activées, ils jouent un rôle de premier plan dans la destruction des cellules malignes ou infectées et contribuent à entretenir la réponse immunitaire. On distingue 3 types de lymphocytes T. Les lymphocytes T auxiliaires, qui stimulent les lymphocytes B pour qu'ils produisent des anticorps et pour qu'ils aident ainsi les lymphocytes T cytotoxiques à agir plus efficacement. Les lymphocytes cytotoxiques ou tueurs, qui détruisent les cellules cancéreuses et les cellules qui contiennent des substances étrangères, telles que les bactéries ou les virus, et les lymphocytes T régulateurs ou suppresseurs, qui produisent des substances contribuant à arrêter la réponse immunitaire. Les lymphocytes B quittent la moelle osseuse, qui est le siège de leur maturation, et migrent vers les ganglions lymphatiques et les rate. Ils expriment des récepteurs
capables de se lier aux antigènes qui circulent librement dans le sang ou la lymphe. Lorsqu'ils sont activés, ils se différencient en plasmocytes et deviennent alors capables de sécréter de grandes quantités d'anticorps dirigés contre un antigène spécifique. Les anticorps reconnaissent l'antigène en question et, en se liant à celui-ci, ils signalent son emplacement à d'autres cellules immunitaires afin qu'elles viennent le détruire. Chaque type d'anticorps ne peut se lier qu'à un seul type d'antigène. Les anticorps indiquent à d'autres éléments du système immunitaire d'attaquer les cellules porteuses d'antigènes ou ils les neutralisent eux-mêmes en inhibant des mécanismes cellulaires importants. Les cellules NK détruisent les cellules infectées ou lésées. Cela dit, les récepteurs qu'elles expriment sont beaucoup moins spécifiques que ceux des autres lymphocytes. On considère qu'elles font partie du système immunitaire inné et que les lymphocytes B et T interviennent quant à eux dans les réponses immunitaires adaptatives. Les cellules NK sont capables de reconnaître d'emblée les cellules malignes ou infectées, même si elles n'ont pas été en contact avec une cellule présentatrice d'antigène ou un anticorps. Elles peuvent également passer à l'attaque après avoir reconnu un anticorps fixé à la surface de la cellule. Les tumeurs expriment une multitude de protéines appelées antigènes associés aux tumeurs ou antigènes tumoraux. L'immunité à médiation cellulaire repose sur l'activation de lymphocytes T cytotoxiques dirigés contre un antigène spécifique et la libération de divers types de cytokines par suite de la reconnaissance de cet antigène. Reconnaissance de l'antigène. Des cellules présentatrices d'antigènes CPA détectent la présence d'un antigène. Elles entament alors leur processus de maturation, puis présentent cet antigène à des lymphocytes T naïfs ou inactifs dans les tissus périphériques ou les ganglions lymphatiques où elles se trouvent. Il existe plusieurs interfaces de communication possibles entre les CPA et un lymphocyte inactif. Il y en a une entre les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, et les récepteurs des lymphocytes T, TCR de l'anglais T-cell receptor. Il y en a une autre qui met en jeu des signaux de co-stimulation et des signaux inhibiteurs permettant à la CPA d'activer les lymphocytes T inactifs. Une fois activé, ce lymphocyte commence à proliférer. L'activation. Les lymphocytes T se multiplient durant la phase d'expansion clonale qui se différencie en cellules effectrices, lymphocytes T cytotoxiques ou tueurs, et lymphocytes T auxiliaires et en lymphocytes T mémoire. L'élimination de l'antigène. Les lymphocytes T cytotoxiques migrent vers les antigènes tumoraux qui ont déclenché la réponse immunitaire pour les éliminer. L'immunité humorale. Elle fait intervenir les anticorps qui se trouvent dans le liquide extracellulaire. La reconnaissance de l'antigène. Un lymphocyte B se lie à un antigène qui circule librement dans le sang ou la lymphe grâce à ses récepteurs. Il peut alors être reconnu par des lymphocytes T auxiliaires dirigés spécifiquement contre cet antigène qui s'était différencié du fait de la présence de celui-ci. Plus précisément, cette reconnaissance passe par la liaison d'une protéine, du CMH et d'un TCR. Les lymphocytes T auxiliaires sécrètent des cytokines qui activent les lymphocytes et stimulent leur prolifération. Au niveau de l'activation, les lymphocytes B se multiplient durant la phase d'expansion clonale qui se différencie en cellules effectrices et en lymphocytes B mémoire. Finalement, l'élimination de l'antigène, les plasmocytes sécrètent une grande quantité d'anticorps dirigés spécifiquement contre l'antigène en cause. Les anticorps reconnaissent cet antigène tumoral et se lient à ce dernier afin d'indiquer à d'autres cellules immunitaires où il se trouve pour qu'elles le détruisent. Par exemple, les cellules NK passent à l'attaque après avoir reconnu un anticorps fixé à la surface d'une cellule cancéreuse. Le déroulement de la réponse immunitaire adaptative et la durée de chacune des phases qu'elle comprend peuvent être
représentée par une courbe en forme de cloche qui illustre l'atteinte d'un état d'équilibre. La reconnaissance de l'antigène. Les CPA et les lymphocytes B reconnaissent l'antigène. La présentation de l'antigène aux lymphocytes T naïfs par les CPA entraîne l'activation de ces lymphocytes, puis leur prolifération et leur différenciation en lymphocytes T spécifiques de cet antigène. Les lymphocytes T auxiliaires reconnaissent l'antigène et activent les lymphocytes B, ce qui induit leur prolifération. Cette phase d'expansion clonale qui s'étale sur quelques jours. L'activation. Les lymphocytes T et les lymphocytes B se différencient en cellules effectrices en l'espace de quelques semaines. L'élimination. Les lymphocytes T cytotoxiques, l'immunité à médiation cellulaire et les anticorps, l'immunité humorale, s'attaquent à l'antigène en vue de l'éliminer, ce qui dure quelques semaines. Contraction clonale. Le système immunitaire régule alors la réponse à la baisse. Une fois que l'antigène a été éliminé, les lymphocytes activés meurent par apoptose, ce qui est la phase de rétablissement de l'équilibre. Mémoire. Il reste toutefois un faible nombre de lymphocytes survivants, les lymphocytes mémoire, qui seront capables de reconnaître cet antigène si l'organisme y est exposé à nouveau, auquel cas le système immunitaire sera en mesure de déclencher rapidement une réponse immunitaire spécifique. Allô? Il est à noter que la durée de chacune de ces phases peut varier en fonction de l'antigène en cause. Question à débattre. Si le système immunitaire est capable de détecter et de détruire les cellules cancéreuses anormales, comment ces cellules finissent-elles par être à l'origine d'un cancer? Alors la réponse suivra dans les prochaines diapositives. Il existe 3 phases à la réponse immunitaire. La première est l'élimination ou l'immunosurveillance. La deuxième, l'équilibre ou la phase de dormance tumorale. Et la troisième, l'échappement ou la progression du cancer. On croit que les cellules normales, qui deviennent progressivement néoplasiques, acquièrent successivement diverses propriétés distinctes, notamment la capacité d'échapper aux mécanismes de destruction du système immunitaire. Certaines tumeurs échappent à la vigilance du système immunitaire en interférant avec divers mécanismes d'activation et d'inhibition de ce système, ce qui amoindrit l'efficacité de la réponse antitumorale. Les cellules cancéreuses mettent en place de nombreux mécanismes de défense qui les rendent invisibles pour le système immunitaire. Par exemple, elles peuvent lui échapper en exploitant partiellement leur interaction avec les lymphocytes T. Elles peuvent également libérer des agents immunosuppresseurs solubles, recruter des cellules immunosuppressives ou encore acquérir des propriétés qui rendent la présentation des antigènes tumoraux aux cellules immunitaires inefficaces. Les traitements d'immuno-oncologie ont pour objectif de rétablir la capacité du système immunitaire à éliminer les cellules cancéreuses, soit en les activant directement, en activant directement les éléments de ce système, soit en inhibant les mécanismes d'immunosuppression mis en place par les cellules cancéreuses. Tour d'horizon de l'immuno-oncologie. L'immuno-oncologie a considérablement évolué depuis 1986. Le principe de l'utilisation de l'immunothérapie pour maîtriser l'évolution d'une maladie n'est pas nouveau. Au 18e siècle, Edward Jenner a fait œuvre de pionnier en démontrant la puissance de l'immunothérapie en infectiologie lorsqu'il a mis au point le vaccin contre la variole. Il y a eu de nombreuses autres découvertes marquantes depuis lors. À titre indicatif, cette diapositive ne présente qu'une fraction d'entre elles. En 1863, Virchow a décelé la présence de leucocytes dans des tissus cancéreux, mettant ainsi en évidence l'existence d'une relation entre l'inflammation et le cancer. En 1890, Coley a démontré qu'il y avait un lien entre l'induction d'une inflammation
par injection de toxines bactériennes et la réponse tumorale. Parmi les découvertes majeures qui ont jalonné l'évolution de l'immunothérapie, citons la théorie de l'immunosurveillance, la découverte des cellules dendritique, l'invention des anticorps monoclonaux, la réalisation de la première étude sur l'utilisation d'un traitement biologique contre le cancer chez l'humain et la démonstration du fait que l'inhibition des points de contrôle immunitaire pourrait être aussi efficace que le traitement anticancéreux dans des modèles de cancer chez la souris. La toute première immunothérapie utilisée en oncologie, l'interféron destiné aux patients de la leucémie atricoleucocyte, a été approuvée par la Food and Drug Administration, la FDA, des États-Unis en 1986. Les options thérapeutiques en immuno-oncologie se sont multipliées depuis, avec l'avènement de vaccins, d'anticorps monoclonaux dirigés contre des antigènes tumoraux et d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Il y a plus de 100 essais cliniques visant à évaluer les bienfaits cliniques de divers agents d'immuno-oncologie en cours au Canada. La mise au point de ces agents d'immuno-oncologie repose en partie sur notre capacité à comprendre les mécanismes utilisés par les tumeurs pour échapper à la vigilance du système immunitaire. Maintenant, les différents types d'immunothérapie. Il existe deux types. Il y a l'immunothérapie active, qui stimule le système immunitaire en agissant directement sur le système immunitaire de façon à déclencher une réponse immunitaire pour lutter contre le cancer. Ces effets sont durables et les exemples sont les vaccins thérapeutiques contre le cancer et les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Il y a l'immunothérapie passive maintenant. Celle-ci amplifie la réponse immunitaire en cours. Elle agit sur la tumeur en utilisant dans certains cas des mécanismes de médiation immunitaire pour lutter contre celle-ci, mais n'a pas besoin du système immunitaire du patient pour déclencher une réponse. Ces effets sont de courte durée. Alors, les exemples sont la cytokine et les anticorps monoclonaux dirigés contre les antigènes tumoraux. Les cytokines sont des protéines qui régulent l'expansion clonale, l'activation de la survie des lymphocytes. On croit qu'elles favorisent la prolifération et les fonctions effectrices des lymphocytes T, des lymphocytes B et des cellules NK et qu'elles renforcent ainsi la réponse antitumorale. Les effets indésirables potentiels, par contre, l'hyperactivité des lymphocytes peut être dirigée contre les tissus sains, ce qui se traduit par une auto-immunité à médiation cellulaire T, B ou NK. Les anticorps monoclonaux, les ACM, dirigés contre les antigènes tumoraux, peuvent être produits in vitro et possèdent une affinité pour un antigène spécifique associé à une tumeur. Lorsqu'ils sont injectés à un patient cancéreux, ils contribuent à un certain nombre de fonctions antitumorales spécifiques. Premièrement, ils se lient aux cellules cancéreuses pour indiquer aux cellules immunitaires de les détruire. Ensuite, ils perturbent l'activité de signalisation des récepteurs des cellules immunitaires. Ils stimulent la dégradation des récepteurs des cellules immunitaires et ils transportent des agents anticancéreux directement à l'intérieur des cellules cancéreuses. De nos jours, les anticorps monoclonaux sont couramment utilisés à des fins thérapeutiques en oncologie. Les effets indésirables, par contre, il y a des effets indésirables potentiels. Les anticorps monoclonaux peuvent déclencher des réponses auto-immunes toxiques dirigées contre des cellules non cancéreuses porteuses de l'antigène tumoral cible ou même contre des cellules porteuses d'antigènes complètement différentes de celui-ci. Les vaccins thérapeutiques contre le cancer permettent d'introduire dans l'organisme des lymphocytes T et des lymphocytes B dirigés contre un ou plusieurs antigènes associés aux tumeurs afin de sensibiliser le système immunitaire et de renforcer ainsi la réponse antitumorale. Les effets indésirables potentiels, les vaccins anticancéreux peuvent favoriser la formation de lymphocytes T qui s'attaquent aux antigènes du soi exprimés par des tissus sains. L'activation des lymphocytes T est soumise à une régulation stricte. En effet, il existe des points de contrôle immunitaires qui ont pour fonction de réguler le processus d'activation à la hausse ou à la baisse.
Cette diapositive présente les récepteurs activateurs et les récepteurs inhibiteurs susceptibles d'influer sur la stimulation des lymphocytes T, les plus connus. La régulation des réponses à médiation immunitaire cellulaire T est le fruit d'un équilibre entre ce qu'on appelle les points de contrôle et les signaux d'activation. L'activation des lymphocytes T découle d'interactions complexes entre divers signaux de co-stimulation. Les récepteurs de co-stimulation comprennent les CD28, CD40, OX40 et CD137. Un certain nombre de mécanismes de rétroaction négative viennent contrebalancer naturellement les voies d'activation immunitaire. Les acteurs de ces voies de signalisation inhibitrices ou points de contrôle comprennent les LAG3, CTLA4, B7H3 et PD1. Les cellules cancéreuses sont capables de dérégler ces points de contrôle. En fait, c'est l'un des mécanismes qu'elles utilisent pour se dérober du système immunitaire. Nous savons désormais que les stratégies visant à cibler les points de contrôle et les voies d'activation immunitaire comptent parmi les perspectives de prise en charge de nombreux sous-types de cancers qui sont en pleine évolution. Les stratégies d'immuno-oncologie ciblent diverses phases de l'activation des lymphocytes T. La phase de sensibilisation, priming des anglo-saxons, durant laquelle les cellules présentatrices d'antigènes, les CPA, interagissent avec les lymphocytes T, ou la phase effectrice, durant laquelle les lymphocytes T activés ciblent les cellules cancéreuses. Durant la phase de sensibilisation, l'une des principales interactions entre la CPA, la cellule dendritique, et le lymphocyte T fait intervenir le CTLA4. Plusieurs anticorps monoclonaux qui inhibent les interactions entre les cellules dendritiques et les lymphocytes B mettent en jeu le CTLA4. Ils ont été approuvés ou en sont au dernier stade de leur programme de développement clinique. Durant la phase effectrice, la principale interaction entre le système immunitaire et les cellules cancéreuses est celle qui existe entre le récepteur PD1, exprimé par les lymphocytes T, et son ligand, le PDL1, qui est exprimé par les cellules cancéreuses. En se liant au récepteur PD1, présent à la surface des lymphocytes T activés, PDL1 et PDL2, inhibe ces cellules et les attaques qu'elles déclenchent. L'inhibition de cette interaction permettrait aux cellules immunitaires de détruire efficacement les cellules cancéreuses. Les anti-CTLA4 sont l'un des premiers traitements à avoir fait la preuve de leur capacité à procurer des bienfaits cliniques indéniables en activant directement les lymphocytes T. L'emploi de l'ipilimumab, un anti-CTLA4, a été approuvé au Canada pour le traitement du mélanome métastatique. Cette diapositive illustre, elle aussi, le processus d'activation des lymphocytes T. La CPA présente l'antigène qui est chargé sur une protéine du CMH au TCR du lymphocyte T. S'il y a une interaction entre B7 et CD28, qui sont des coactivateurs de l'activation des lymphocytes T, le lymphocyte T est activé. En revanche, si c'est un autre type d'interaction qui se produit parallèlement à l'interaction entre la protéine du CMH et le TCR, en l'occurrence si le CTLA4 entre en compétition avec le CD28 pour se lier à B7, l'activité du lymphocyte T est inhibée. Les anti-CTLA4 tels que l'ipilimumab peuvent inhiber la capacité de CTLA4 à se lier à B7, ce qui favorise l'activation des lymphocytes T plutôt que leur inhibition. L'un des mécanismes mis en place par les cellules cancéreuses pour esquiver les attaques immunitaires normales consiste à exploiter la voie du point de contrôle PD1, un récepteur qui joue un rôle crucial dans la régulation de l'activité des lymphocytes T, de façon à inactiver les lymphocytes T activés. Plus précisément, les ligands PDL1 et PDL2, exprimés par les cellules cancéreuses, se lient tous deux au récepteur PD1 présent à la surface des lymphocytes T, de façon à utiliser la voie de ce point de contrôle immunitaire. Cette liaison inhibe les lymphocytes T activés et bloque de ce fait les attaques immunitaires lancées par ces derniers. Voici les indications des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire approuvés au Canada. Tout d'abord, dans le mélanome avancé, les inhibiteurs du CTLA4,
en monothérapie l'ipilimumab en première intention et en association avec le nivolumab. Les inhibiteurs du PD-1 dans le mélanome, toujours dans le mélanome avancé, il y a le pembrolizumab en monothérapie en première intention en présence d'un gène BRAF de type sauvage. En deuxième intention, à la suite d'une progression durant un traitement inhibiteur du gène de BRAF en présence d'une mutation V600 du gène BRAF ou durant un traitement à l'ipilimumab. Et le nivolumab, maintenant, en monothérapie de première intention en présence d'un gène BRAF de type sauvage ou d'une mutation V600 du gène BRAF. On peut le donner aussi en première intention en association avec l'ipilimumab, un inhibiteur du CTLA4, et en deuxième intention à la suite d'une progression durant un traitement par un inhibiteur du gène BRAF en présence d'une mutation V600 du gène BRAF ou durant un traitement par l'ipilimumab. Dans le cancer du poumon non à petites cellules avancées, il y a actuellement approuvé au Canada l'inhibiteur de PD-1, le Pembro ou le Nivo. Alors, le patient peut avoir accès au Pembro en deuxième intention pour les patients dont la tumeur exprime le PD-L1 à 1% ou plus. Et pour le nivolumab, en deuxième intention, mais pour tout type de patient. En cancer, c'est encore le mélanome. Excusez-moi. Donc, je croyais que je suis rendue au cancer du poumon. Alors, on est rendu au cancer du poumon non à petites cellules. Nous pouvons l'offrir. Le patient peut y avoir accès au nivolumab en deuxième intention. Et dans l'adénocarcinome rénal, le nivolumab aussi en deuxième intention. Et finalement, pour le cancer de la vessie, de la tête et cou, excusez-moi, carcinome épidermoïde de la tête et cou, en deuxième intention. Et pour le cancer de la vessie avancée, en deuxième intention, mais par contre, c'est au niveau de l'inhibiteur du PD-L1, l'atezolizumab. Voici les indications maintenant aux États-Unis. Ça nous donne une idée des possibles futurs essais cliniques et indications au Canada et des futures approbations par Santé Canada. Aux États-Unis, certains traitements sont approuvés dans d'autres types de cancers. Les travaux de recherche en immuno-oncologie contribuent à favoriser l'utilisation de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouvelles possibilités d'associations médicamenteuses et de séquences d'administration. Les stratégies pharmacologiques visant à influer sur les principales voies de signalisation qui stimulent la croissance tumorale et les mécanismes d'immunoévasion offrent diverses perspectives de traitement d'association susceptibles d'améliorer l'activité antitumorale des agents d'immunothérapie. Ces perspectives pourraient consister en l'association d'agents d'immuno-oncologie avec la chimiothérapie, la radiothérapie, les thérapies ciblées ou d'autres agents d'immuno-oncologie. Du fait de la durabilité de la réponse qu'elle engendre, les stratégies d'immuno-oncologie peuvent influer considérablement sur la survie globale du patient qui répondent comparativement aux stratégies de traitement anticancéreux classiques. Les thérapies ciblées améliorent le taux de réponse comparativement au protocole de chimiothérapie classique, mais les effets additionnels qu'ils exercent sur la survie globale sont généralement minimes, à quelques exceptions près. Par exemple, un bienfait durable est possible avec un sous-groupe défini des patients atteints de mélanome métastatique et traités par l'association d'inhibiteurs de gène BRAF plus inhibiteurs du gène MEK, soit l'association d'abrafenib et trametinib. L'utilisation d'un agent d'immunothérapie en monothérapie est associée à des taux de survie à long terme variant de entre
10 pour les anti-TLA4 et de 20 à 30 pour les anti-PD1. L'association des agents d'immunothérapie qui ciblent CTLA4, l'ipilimumab, et la voie de PD1, nivolumab ou pembrolizumab, est liée à des taux de survie à long terme de 50 à 60 %. Plusieurs études cliniques en cours ont pour but d'évaluer si diverses associations d'agents d'immunothérapie pourraient accroître la durabilité de la réponse thérapeutique chez un grand nombre de patients. Grâce à ce type d'association, qui est en cours d'évaluation, on pourrait exploiter à la fois les capacités des petites molécules inhibitrices à cibler les oncogènes avec une très grande spécificité, de façon à accroître le taux de régression des tumeurs et de la durabilité de la réponse. Question à débattre. Quels sont les patients qui sont les plus susceptibles de répondre aux agents d'immuno-oncologie et de retirer des bienfaits d'un tel traitement? Est-ce que c'est la sélection des patients? Peut-on administrer un agent d'immunothérapie à un patient qui a une maladie auto-immune préexistante ou à un patient immunosupprimé? Par exemple, un patient qui a des antécédents de maladies inflammatoires, de l'intestin, de psoriasis, d'hépatite ou d'infection par le VIH. Les agents d'immuno-oncologie ont fait la preuve de leur capacité à procurer des bienfaits sur le plan de la survie globale dans le cas d'un grand nombre de cancers au sein d'importants sous-groupes de patients dans les essais cliniques, y compris ceux définis en fonction des diverses catégories de pronostic, du nombre de foyers métastatiques et de la localisation de ceux-ci, des traitements antérieurs et de divers degrés d'expression du ligand PDL1. Il y a un bon nombre de biomarqueurs potentiels qui ont été évalués, mais aucun d'entre eux ne s'est révélé utile pour la pratique clinique à ce jour. La plupart des indications qui ont été approuvées concernent le traitement de deuxième intention des cancers métastatiques. Cela dit, il y a tout de même quelques indications pour le traitement de première intention et les possibilités de traitement de cancer à des stades plus précoces sont en cours d'évaluation. Le profil d'innocuité des agents d'immuno-oncologie chez les patients atteints d'un trouble immunitaire sous-jacent n'a pas été établi, puisque ces patients ont presque systématiquement été exclus des essais cliniques. Force est donc de constater que les oncologues ne disposent d'aucun élément d'orientation clinique susceptible de les aider à décider s'ils doivent administrer ou non des agents d'immuno-oncologie à cette vaste population de patients. Selon une étude rétrospective qui apparaît en 2016 d'une série de 30 cas de patients atteints d'un mélanome métastatique et d'une maladie auto-immune qui ont reçu l'ipilimumab, 27 % de ces patients ont subi une poussée de leur maladie auto-immune. Ces poussées ont presque toutes été traitées avec succès à l'aide de corticothérapie. Dans une autre étude rétrospective parue en 2017 sur l'innocuité du pembro et du nivolumab, menée auprès de 52 patients atteints d'un mélanome au stade avancé et d'une maladie auto-immune préexistante, il y a eu une exacerbation de la maladie auto-immune sous-jacente a été signalée dans 38 % des cas. Par contre, ces poussées étaient relativement légères et elles ont pu être prises en charge au moyen d'un traitement immunosuppresseur. Un tiers des patients n'ont fait état d'aucune exacerbation ni aucun effet secondaire d'ordre immunitaire et aucun décès lié au traitement destiné à l'inhibition du PD1 a été enregistré. Par conséquent, il y a lieu de réaliser d'autres études auprès des populations de patients en sélectionnant soigneusement les participants et en les surveillant étroitement. De fait, il faut remettre en balance la durabilité potentielle de la réponse aux agents d'immuno-oncologie avec le risque d'aggravation de la maladie auto-immune ou du déficit immunitaire préexistant, lesquels sont associés à ces agents. D'après les monographies des inhibiteurs de CTLA4 et de PD1, il n'est pas interdit d'utiliser ces agents pour le traitement des patients immunosupprimés ou des patients atteints d'une maladie auto-immune. Alors, voici ce qui conclut la section du tour d'horizon de l'immuno-oncologie. Alors, poursuivons avec les considérations cliniques à l'intention des infirmiers et des infirmières en oncologie. Alors, tout d'abord, une étude de cas. Diane est une femme de 64 ans qui a reçu un diagnostic de cancer métastatique il y a 1 an. Elle a suivi une radiothérapie et une chimiothérapie cytotoxique palliative.
Les résultats de ces récents examens d'imagerie mettent en évidence une progression de la maladie, une croissance de la tumeur primaire et la formation de nouvelles métastases. Après qu'elle a discuté avec son infirmière en oncologie et son équipe soignante, elle décide de faire l'essai d'un agent d'immuno-oncologie. Alors, comment lui expliqueriez-vous en quoi l'immuno-oncologie se distingue des autres types de traitements? Puis, quels éléments d'information d'apprentissage lui communiqueriez-vous sur son traitement? Alors, en quoi l'immuno-oncologie se distingue-t-elle des autres types de traitements anticancéreux? Voici quelques éléments d'information et d'apprentissage. L'immuno-oncologie consiste à utiliser des médicaments appelés agents d'immunothérapie anticancéreux pour activer les cellules du système immunitaire qui s'attaquent aux cellules cancéreuses. Malheureusement, ces médicaments peuvent également être nocifs pour les cellules saines. La chimiothérapie, elle, consiste à utiliser des médicaments pour attaquer les cellules qui se divisent rapidement, comme les cellules cancéreuses. Mais ces médicaments peuvent également endommager les cellules saines qui se divisent rapidement. Le traitement ciblé consiste à utiliser des médicaments qui s'attaquent aux cellules cancéreuses de façon plus spécifique que la chimiothérapie. Mais là encore, le traitement risque d'endommager les cellules saines. La radiothérapie, elle, consiste à utiliser un rayonnement à haute énergie pour cibler la tumeur. Donc, malgré une préparation minutieuse, il se peut que ce type de traitement nuise également aux cellules saines. Alors, à quelle différence peut-on s'attendre entre les traitements? Pour ce qui est de la chimiothérapie, le traitement s'attaque directement aux tumeurs ou aux cellules cancéreuses, tandis que l'immuno-oncologie, le traitement active la réponse immunitaire. Pour la chimiothérapie, il se peut que le volume de la tumeur diminue immédiatement. Par contre, pour l'immuno-oncologie, la tumeur peut prendre plus de temps à diminuer de volume, puis ça se peut même que son volume augmente avant de diminuer. Ça, c'est le concept de pseudo-progression. On va y revenir un peu plus tard. Les traitements de chimiothérapie, eux, s'attaquent à toutes les cellules qui se divisent rapidement, qu'elles soient saines ou cancéreuses. L'immuno-oncologie, par contre, l'hyperactivité du système immunitaire, ça se traduit par des effets secondaires d'ordre immunitaire. Dans la chimio, le traitement y est efficace tant que le médicament est présent dans l'organisme. En immuno-oncologie, la réponse est plutôt durable. Les effets sur le système immunitaire peuvent persister bien longtemps après la fin du traitement. Contrairement à la chimiothérapie, qui agit directement sur la tumeur, les agents d'immunothérapie anticancéreux exercent leur effet sur le système immunitaire et sont associés à une nouvelle cinétique caractérisée par le déclenchement d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire, suivie de modification de la charge tumorale ou de la survie. Il est possible de constater rapidement les effets cliniques de la chimiothérapie. Les effets cliniques de l'immunothérapie, eux, apparaissent souvent tardivement. Habituellement, la mise en route d'un traitement d'immuno-oncologie active le système immunitaire et favorise la prolifération de cellules immunitaires. Ce processus peut durer quelques jours, voire quelques semaines selon le cas. Les effets de la tumeur s'observent une fois que le processus d'activation et de prolifération a commencé. Il peut s'écouler plusieurs semaines avant que ces effets ne se manifestent. C'est qu'à partir de là que les effets antitumoraux à médiation immunitaire du traitement sont mesurables sur le plan clinique. Il existe plusieurs schémas de réponse tumorale. Dans certains cas, la réponse tumorale est immédiate, en ce sens que le volume de la tumeur diminue rapidement après le début du traitement avant de se stabiliser. Ce type de réponse est mesuré au moyen des critères RECIST, c'est les critères d'évaluation de la réponse des tumeurs solides au traitement, et des critères de l'OMS. Dans d'autres cas, la réponse s'observe après une augmentation initiale du volume de la tumeur. Il se peut que les critères RECIST et ceux de l'OMS ne conviennent pas, par contre, pour mesurer ce nouveau schéma de réponse propre aux agents d'immuno-oncologie. Et enfin, il est également possible que le patient ne réponde malheureusement pas au traitement. Durant le traitement d'un anti-TLA4 et ou un anti-PD1-PDL1, il semble parfois que la tumeur grossit ou que de nouvelles lésions apparaissent lorsque les cellules immunitaires s'infiltrent dans le foyer tumoral.
étant donné que le déclenchement d'une réponse immunitaire adaptative peut prendre un certain temps, la pseudoprogression peut également traduire le fait que la croissance de la tumeur se poursuit tant que la réponse immunitaire n'a pas atteint un seuil adéquat. L'apparition de nouvelles lésions ne traduit pas nécessairement une progression de la maladie et si elle est associée à une atténuation ou à une stabilisation des symptômes. Il est essentiel que les cliniciens tiennent compte de cette possibilité lorsqu'ils se demandent s'il y a lieu de poursuivre ou non un traitement d'immuno-oncologie. Étant donné qu'une progression de la maladie peut entraîner l'abandon du traitement, les cliniciens doivent absolument savoir repérer les cas de pseudoprogression. Les cinétiques atypiques s'observent surtout en cas de pseudoprogression. On croit que la pseudoprogression est la conséquence d'une infiltration des lymphocytes T dans le foyer tumoral. Dans certains cas, elle donne l'impression que la charge tumorale augmente parce qu'elle se traduit par des signes radiographiques évocateurs d'une poussée ou de l'apparition de nouvelles lésions. Il se peut d'ailleurs que les critères RECIST ne permettent pas d'évaluer complètement les effets de traitement d'immuno-oncologie. Les cliniciens doivent être conscients qu'il est possible de distinguer la pseudoprogression de la progression proprement dite, comme l'illustre ce tableau. En effet, ces deux phénomènes diffèrent à plusieurs égards, soit par la variation du degré de bien-être et de l'indice fonctionnel, les changements dans les symptômes généraux, et les changements dans les symptômes associés à l'augmentation du volume de la tumeur, les variations de la charge tumorale par rapport au départ et l'apparition de nouvelles lésions. Et enfin, parfois, il faut aller au niveau des résultats des biopsies. Pour résoudre la question des schémas de réponse atypiques, on a tenté de définir des critères de réponse liés au système immunitaire. Selon ces nouveaux critères, l'apparition de nouvelles lésions ne dénote pas systématiquement une progression de la maladie et la stabilisation durable de la maladie est considérée comme un bienfait thérapeutique. De tels outils peuvent aider les cliniciens à prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire à déterminer dans quel cas il convient de poursuivre le traitement malgré l'apparition de signes qui évoquent habituellement une progression, si le contexte clinique le permet, et dans quel cas il convient d'y mettre fin. Les effets indésirables d'ordre immunitaire. Les cellules cancéreuses sont issues de cellules saines. L'une des principales préoccupations soulevées par l'activation du système immunitaire, induite par des traitements d'immuno-oncologie, tient au fait que le système immunitaire s'en prend aussi bien aux cellules saines qui sont normales qu'aux cellules cancéreuses. Lorsqu'on s'intéresse au profil de toxicité des agents d'immuno-oncologie, il faut se détacher du profil de toxicité classique associé à la chimio. L'inflammation induite par les agents d'immuno-oncologie peut toucher n'importe quelle région de l'organisme. Tout tissu susceptible d'être inflammé peut devenir la cible du système immunitaire. Il est important de noter que les cliniciens ne sont peut-être pas habitués à certains effets toxiques subis par les patients qui reçoivent un traitement d'immuno-oncologie, bien que les effets toxiques inhabituels associés à ce type de traitement sont rares. En fait, les effets indésirables des agents d'immuno-oncologie ne touchent pas tous les tissus sains. Il y en a qui sont lésés plus souvent que d'autres, comme l'illustre cette diapositive. Qui plus est, ce ne sont pas tous les agents d'immuno-oncologie non plus qui agissent sur le système et appareils énumérés ici. La deuxième partie de cette formation sera sur la prise en charge des effets indésirables immuno-oncologiques. Alors, retenez les points suivants. Les effets indésirables peuvent être sérieux et potentiellement mortels, mais ils peuvent être pris en charge avec l'utilisation d'une corticothérapie. Les effets indésirables de haut grade sont relativement rares, plus fréquents dans les cas d'anti-CTLA4, de l'ordre de 10 à 15 %, et seulement de l'ordre de 5 % avec les agents anti-PD1 et PD-L1. Donc, les patients et le personnel soignant doivent rester vigilants et intervenir rapidement pendant et voire même après la fin des traitements. Alors, question à débattre.
D'utilisation des agents d'immuno-oncologie s'étend de nombreux types de cancers. Quelles répercussions l'utilisation accrue de ces agents aura-t-elle sur la pratique des soins infirmiers en oncologie? Quelles sont les principales difficultés que vous posent les soins liés au traitement d'immuno-oncologie, mis à part les effets indésirables qui feront l'objet de la partie 2? Alors, voici quelques conseils cliniques. Les patients qui sont atteints de cancer au stade avancé ont besoin de nouvelles meilleures modalités thérapeutiques susceptibles d'améliorer leur survie. Les traitements d'immuno-oncologie sont différents fondamentalement des autres stratégies de traitement de cancer. C'est le fruit de progrès thérapeutiques attribuables aux nouvelles connaissances. Ces nouveaux traitements activent le système immunitaire pour qu'il lutte contre le cancer. Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire ont été conçus pour renforcer la réponse immunitaire insuffisante contre les cellules cancéreuses en bloquant les points de contrôle du système immunitaire inné. Les inhibiteurs de points de contrôle agissent contre de nombreux types de tumeurs. Les patients obtiennent une réponse durable. Le traitement par un inhibiteur de points de contrôle immunitaire diffère des traitements classiques. Parfois, il y a une nécessité de savoir repérer les réponses qui sont plutôt atypiques, comme la pseudo-progression, et la nécessité de connaître et de savoir prendre en charge les effets indésirables d'ordre immunitaire est essentielle. Il est essentiel d'éduquer les patients relativement aux nouveaux traitements. Rappelons que le mode d'action des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire et le laps de temps écoulé avant l'obtention d'une réponse thérapeutique sortent de l'ordinaire. Il faut en informer les patients parce qu'ils peuvent devenir anxieux lorsque la tumeur ne diminue pas de volume immédiatement. Les profils de toxicité des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire sont très différents de celui de la chimiothérapie classique. Il faut impérativement savoir reconnaître rapidement les effets indésirables d'ordre immunitaire afin de les prendre en charge efficacement. Donc, toujours important de rappeler les éléments d'apprentissage aux patients et à leur famille à chaque rencontre. Ces nouveaux traitements aident de nombreux patients. Des études en cours vont permettre de déterminer les modalités d'utilisation optimale des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire pour le traitement des divers types de cancers, soit en monothérapie ou en traitement d'association. Alors, merci d'avoir participé à la première partie de ce programme de formation sur les notions essentielles en immuno-oncologie. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires. Au revoir et à la prochaine. Merci.